Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Et d'abord, quand formes et couleurs s'accordent à la perfection, une grande exposition revient sur la passion de Matisse pour le collage. Et puis théâtre avec une pièce jubilatoire, déclaration d'amour à l'histoire avec ou sans grand H. Nous recevons le metteur en scène Alexis Michalik. Et puis voyage dans le temps grâce à la Tour Vagabonde, un théâtre élisabétain entièrement fait de bois installé en plein Paris. Et d'abord donc bonjour à Alexis Michalik. Bonjour. On va parler donc de cette pièce, Le Porteur d'Histoire. Ça se joue en ce moment au studio des Champs-Élysées ici à Paris. Alors ça nous emmène de l'Algérie aux Ardennes, du 19e siècle à aujourd'hui. C'est vraiment un voyage dans le temps, dans les époques et dans les régions. Je vais d'ailleurs vous laisser le soin de raconter un peu, ouais. Parce voilà, que le truc impossible, quoi, c'est ça. C'était votre travail, ouais, vous demandez une seule chose, c'était de pitcher la pièce. J'essaye d'habitude, mais là, non. D'accord, effectivement, c'est assez difficile à pitcher. Ouais. Nous, on a fait 2 Avignon avec ce spectacle, et quand on essayait de convaincre les spectateurs de venir le voir, on avait beaucoup de mal, parce que l'histoire est très, très touffue et très compliquée, mais je vais quand même essayer. Ouais, on part du début, en tout cas. On va dire que ça se passe sur 3 époques, on va dire, on suit 3 histoires. Une première qui est un homme qui va raconter son histoire personnelle à 2 femmes en Algérie dans les années 2000, on va dire, dans le désert algérien. Et cette histoire-là qui raconte se passe dans les années 80 et ça se situe dans les Ardennes, donc il pleut. Et c'est un trentenaire qui va enterrer son père et qui va découvrir quelque chose dans le cercueil, qui doit servir en fait à accueillir la tombe de son père. Voilà, je veux sans trop dévoiler ce que c'est. La 3e histoire se passe au 19e siècle et va suivre les aventures d'une jeune héroïne, d'une héritière, d'une famille secrète et mystérieuse qui s'appelle les Saxe de Bourville et qui nous entraîne vers... Voilà, donc là, les gens n'ont rien compris. Mais si, on a bien compris qu'il y a 3 histoires et surtout, il y a beaucoup de liens, plein de rebondissements et c'est ça qui fait toute la magie de cette pièce. On va en voir dans quelques images dans quelques instants. Mais puisque vous aimez les histoires, c'est à moi de vous en raconter une. C'est celle d'un des plus grands peintres français du XXe siècle, Henri Matisse. Alors qu'il a 76 ans, il troque les pinceaux pour les ciseaux. Au travers de 443 œuvres, une grande exposition revient sur la passion du maître pour le collage. Quand les ciseaux de Matisse glissent dans le papier, la couleur prend des formes improbables. Mais le maître orchestre un savant ballet où chaque pièce découpée trouve sa juste place, jusqu'à ce que le tableau prenne corps et que la danseuse créole apparaisse. Dans les années 40, Matisse a bouleversé le monde de l'art avec ses œuvres en papier découpé. Il travaille d'un seul geste la forme et la couleur, comme sur les murs de son atelier où il livre ses souvenirs de Tahiti. Matisse va chercher dans chaque chose sa forme profonde. Le corail apparaît dans les sinuosités du papier. Puis c'est le requin dont la vive puissance se découpe au ciseau. L'oiseau marin agile et fluide, simple et élégant. Les vagues, les méduses, Matisse découpe dans le papier un univers qui prend vie quand l'œil l'englobe tout entier. Les découpages de Matisse sont l'aboutissement de toute une vie d'évolution, depuis des débuts au style académique dont progressivement le trait se désagrège pour laisser de plus en plus de place aux couleurs, jusqu'à ce qu'elles prennent toute leur ampleur dans cette ultime technique. Matisse ne fait pas des papiers découpés parce qu'il est vieux, âgé et qu'il ne peut plus dessiner ou peindre. Au contraire, c'est parce qu'il a toute cette expérience-là qu'il arrive à synthétiser et aller au plus profond. Et les centaines de pièces que Matisse a laissées de côté montrent toute la rigueur de ce travail. Ces formes jaunes, par exemple, testées maintes fois pour trouver enfin celle qui sera capable de donner toute leur grâce au myosotis en fleurs. Et voilà pour l'exposition Matisse. C'est joli, hein ? Très. Alors on revient à cette histoire, le porteur d'histoire justement. Vous avez toute une réflexion justement sur la fiction, la réalité qui se mélange dans les récits. On va regarder quelques images de la pièce, ça va en plus donner une meilleure idée. Avec plaisir. Ma théorie est simple. La vie est un récit. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. C'est pas possible! Quoi? C'est pas possible! Quoi? Et le cercueil a révélé son contenu. Quoi? C'est rempli de livres! Des livres? Des livres. Et votre nom à vous?
Alexandre Dumas. C'est une histoire, quoi. C'est juste une histoire. Et voilà la très belle pièce d'Alexis Michalik qui est notre invité aujourd'hui. Avec une musique originale de Manuel Peskin. Ouais, qui la rend très cinématographique, hein, si je peux me permettre. Ouais, gros boulot. Voilà, gros boulot et c'est très agréable aussi à regarder. Alors on voit cette réflexion sur la fiction, la réalité. On disait la vie est un récit, que ce soit la réalité historique ou les récits personnels. Pour vous, tout a une part de légende ? Oui, complètement. En fait, ce que je dis surtout, c'est que la fiction est dans la réalité, la réalité est dans la fiction, et la frontière est très fine entre les deux. Le postulat qu'on émet au départ, c'est que qu'est-ce que c'est l'histoire, si ce n'est des récits d'historiens, puisque les historiens sont humains avant tout, et donc quelle que soit leur objectivité, il y a forcément une part de subjectivité dans ce qu'ils racontent, dans ce qu'ils retranscrivent. Et vous êtes passionné d'histoire J'aime bien, ou... j'aime bien. Ouais. Je pense que vraiment c'est dans le passé qu'on trouve les réponses à l'actualité en fait. Je pense que l'histoire se répète, je pense qu'il y a beaucoup de schémas qui se retrouvent tout le temps. Et inversement, je trouve que dans toute fiction, il y a forcément une part de mythe qui se base sur une réalité. Quand on prend l'Iliade, l'Odyssée, quand on prend la guerre de Troie, c'est quelque chose qui a probablement existé, mais qui est déformé, retranscrit avec poésie. Donc je pense que tous les gens qui inventent une histoire, en fait, parlent de quelque chose qui a déjà existé. Donc voilà, toute notre identité, tout se mélange. Voilà. Et puis alors, vous faites comme un hommage au livre, à la littérature, qui justement suscite l'imaginaire et tout le pouvoir de la littérature, à une époque où l'image prédomine. Pour vous, c'est le meilleur moyen de s'évader ? Je pense que oui, je pense que c'est le meilleur moyen surtout de stimuler son imaginaire. Et puis c'est un hommage à la littérature, mais surtout à un type de littérature particulier, puisque c'est la littérature populaire, donc celle romanesque, celle d'Alexandre Dumas, évidemment. Qui est même un personnage dans la... Voilà, sans dévoiler encore une fois la grosse surprise, mais oui, je pense qu'évidemment, en fait, le livre et le théâtre aussi, d'une certaine manière, permet de s'inventer soi-même des mondes extraordinaires. Et qui aujourd'hui, avec le cinéma, les effets spéciaux, etc., sont quelque chose qu'on est habitué à voir. Mais en réalité, en lisant un livre, je trouve que le pouvoir évocateur peut être encore plus puissant. Et voilà, et au théâtre, c'est pareil, sans décor, on peut créer quelque chose d'extraordinairement riche. Voilà, c'est ça, j'allais revenir sur ce qui vous caractérise aussi en tant que metteur en scène, comme dans votre précédente pièce Roméo et Juliette, on vous avait reçu pour ça. Il n'y a pas très peu de décors. Et surtout, les comédiens, il y en a 5 là sur scène qui sont incroyables, jouent énormément de personnages et se changent sur scène. Exactement, alors je vais les citer, parce que c'est ma troupe, ils sont fabuleux. Voilà, donc c'est Eric Herson-Macarel, Evelyne Elgarbi-Clay, Amaury de Crioncourt, Régis Vallée qui est mon complice de toujours, et Magali Genoux. Voilà, et effectivement, ils sont assez fabuleux. Et moi, j'aime bien, moi je suis comédien aussi, et quand je suis sur scène, j'aime pas m'ennuyer, j'aime pas rentrer, avoir une scène et repartir, et puis voilà, toucher mon cachet. Moi j'aime bien être on aime tous jouer, les comédiens ils aiment jouer, c'est ça qu'ils aiment, c'est leur nourriture. Donc voilà, donc eux, ils jouent pendant 1h30 non-stop, sans arrêt, ils quittent une peau, ils en prennent une autre, et ça fait une sorte de jeu qui au bout d'un moment, je pense que le public oublie complètement qu'il a en face de lui des acteurs, mais voit des personnages. Ça c'était ce qu'on faisait déjà avec Roméo et Juliette, qui se joue en ce moment d'ailleurs. Et ça marche très bien. Alors voilà, c'est ça, je voulais qu'on reparle de Roméo et Juliette très rapidement. Ça se joue toujours là à Paris, c'est un succès... qui dure, là, encore une fois. Qui reprend, voilà, et on ne peut pas s'arrêter. Au Bélier parisien, tous les dimanches soirs. Bon, voilà, c'est dit. Alors, ça va peut-être vous intéresser, puisque, justement, il y a une autre version de la pièce mythique de Shakespeare qui joue ici à Paris. Elle a la particularité d'être jouée dans une reconstitution d'un théâtre élisabétain, entièrement inspiré de celui du Globe à Londres, qui a accueilli Shakespeare dès 1599. La tour vagabonde, puisque c'est son nom, fait une halte à Paris jusque fin juin, avant de reprendre son chemin. Audrey Racine et Alexandra Renard ont assisté à l'une des représentations pour nous. Posée dans le quartier médiéval de Paris, une tour faite de bois et de toile, comme au XVIe siècle. Et pourtant, c'est une jeunette, âgée de seulement 15 ans. Un rêve de décorateur de théâtre. C'est dans un atelier en Suisse qu'est née l'envie de recréer de toutes pièces l'un de ces lieux qui ont abrité le siècle d'or du théâtre anglais. Le théâtre élisabétain, c'est un théâtre d'une époque, de l'époque de Shakespeare. Ces théâtres étaient construits par les gens même du théâtre et il n'y a pas de plan d'architecte. C'est un théâtre élisabétain couvert, donc ça nous permet de chauffer l'hiver. On peut jouer par toute saison. Les compères des ateliers de l'Orme ont copié les gravures de l'époque, s'autorisant seulement à améliorer le confort du lieu. À l'intérieur, le théâtre tourne autour de la scène et c'est au milieu des spectateurs que se joue la pièce.
Ça remet vraiment le corps au centre. C'est ça qui est assez fantastique, c'est que tout à coup, le public voit des personnages en 3 dimensions. Et le théâtre, en fait, survient entre le spectateur, l'autre spectateur et le comédien. En fait, il y a un travail de l'imagination qui est beaucoup plus sollicité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une espèce de voyage comme ça. Un voyage qui commence à la tombée de la nuit, la tour éclairée comme un chapiteau, dont la porte donnerait sur la cité italienne de Vérone, celle des amants maudits, Roméo et Juliette. Dans la pénombre, la machine à rêve tourne à plein régime. Emporté par le lieu et plongé dans l'histoire, 3 heures de spectacle passant d'un souffle épique, léger comme un baiser. Voilà, ça doit être une expérience de jouer dans un théâtre en bois, peut-être un jour. Nous, on l'a fait en fait. Ouais. On est parti parce qu'il y a un théâtre en Allemagne qui est un théâtre élisabétain justement, qui fait un festival Shakespeare tous les étés. Et donc on est allé là-bas jouer La Mégère à peu près apprivoisée et Roméo et Juliette. Et donc vous avez vécu un peu cette ambiance. C'est assez génial. La proximité du public est assez incroyable. Médiévale. Merci beaucoup Alexis Michalik d'être venu nous parler donc de cette pièce. Le porteur d'histoire, c'est à voir au studio des Champs-Élysées ici à Paris. Merci encore. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter en musique avec le retour de la chanteuse Dido. Son nouvel album s'appelle Girl Who Got Away et en voici tout de suite un extrait. Merci à tous de nous avoir suivis.